Tac. Ça y est, c'est enregistré. Hop. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire si le son est bon, si l'image est bonne, s'il n'y a pas de souci? Grégory Sartel qui regarde là, tu peux me dire si le son est bon? Salut Eric, salut Ouman, salut Fred. Bonsoir. Bonsoir. Il est 21h précise. La ponctualité est l'apanage des grands. Salut, salut. Salut Guillaume. Quelle ponctualité, tout nickel, merci. Salut. Salut Thierry. On attend un petit peu, Ouman, que les gens arrivent. Hein. Oui, pas de souci. Salut. Salut, salut, salut. Tout est bon, ben c'est parfait. C'est royal. Bonsoir, messieurs. J'ai pas vu de madame encore. Bonsoir, bonsoir. Viendez. Ah, t'es devant ton aquarium, Ouman, là? Oui, oui. C'est le petit, celui-là. Enfin, le petit. Mm. Tout est Non, relatif. Tout est relatif. non, c'est ceux qui sont chez moi par rapport à ceux du club. Oui, c'est plus petit, mais celui-là, c'est le plus grand des deux à la maison. C'est celui du séjour, celui-là? Oui, c'est celui du séjour. Ah ouais, tu squattes le séjour, là. Oui, oui, là, je me suis mis dans le séjour comme il Bon, y a pas. en tout cas, les vacances, cette réussite a une mine resplendissante. Oui, j'ai bien bronzé. Ouais, non, puis le teint reposé, on sent que t'es détendu, c'est bien. Salut Harold, salut tout le monde. Bon, donc on commence la saison des entretiens du récif 2021-2022 avec Ouman, que je tiens à remercier parce qu'il est toujours dispo pour aider, quand je l'appelle pour faire des lives, il est toujours là. Et donc, on va parler d'un truc passionnant. Je suis sûr que vous allez passionnant, c'est l'hydroxyde de calcium. Donc, Ouman, l'hydroxyde de calcium, c'est quoi? Bonsoir tout le monde. Donc, l'hydroxyde de calcium, vous le connaissez, je pense, pour la plupart. C'est une poudre blanche. C'est du calcium sous forme combinée avec l'ion hydroxyde. Et donc, ça a l'avantage d'être quelque chose par rapport à nous, aquariophiles, ça a l'avantage d'amener au bac les deux composants qui sont consommés par les coraux. C'est-à-dire, ça va nous amener en même temps du calcium et du KH. Le KH, en général, c'est l'ion carbonate ou bicarbonate. Et vous allez me dire, en fait, dans l'hydroxyde de calcium, il n'y a ni carbonate ni bicarbonate. C'est tout à fait vrai. L'hydroxyde, pour pouvoir devenir du KH, il a besoin de consommer le CO2 qui est dissous dans l'eau du bac. Et c'est en se combinant avec ce CO2 qui va produire des ions carbonate et bicarbonate. Et c'est justement ça l'intérêt de cette méthode de complémentation. D'une part, c'est qu'il amène les deux éléments en même temps. Et d'autre part, c'est il va consommer le CO2 dissous dans l'eau du bac. Donc, en quelque sorte, si on fait entre guillemets, son bilan carbone, son bilan de CO2, il est négatif dans le sens où il va enlever du CO2 au bac pour le transformer en cash. Donc, le CO2 qui n'est pas une bonne chose pour le bac quand il est en excès, hein. Parce que ça acidifie l'eau du bac. Ben justement, en fait, c'est une méthode qui permet de retirer ce CO2 en excès, le transformer en KH et le rendre finalement utile aux coraux. Et autre avantage, il précipite les phosphates également, me Alors, semble-t-il. oui, ça c'est vrai, ça se combine souvent avec les phosphates et en fait, ça va, ça va enlever en quelque sorte, je mets enlever entre guillemets parce que ça ne l'enlève pas vraiment, ça le précipite. Donc, ça devient des sédiments dans le bac. Tant que le pH du bac reste correct, ces sédiments, ils vont rester sous forme de sédiments, donc ils sont neutres pour le bac. Donc, quelque part, c'est comme si ces phosphates ont été retirés.
il y en a qui disent que c'est un bombe à retardement parce qu'en fait, ils parlent du phénomène qui est que si jamais à un moment donné, le pH du bac chute pour une raison ou une autre, ces phosphates, Redissolution. Ouais. ils sont redissous et du coup, en fait, ça relibère du phosphate dans le bac. Moi, pour être honnête, mon bac, j'ai eu des bacs qui ont tourné pendant des années, pendant plus de 8 ans avec ce procédé et j'ai jamais eu ce problème parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que les phosphates, que le pH du bac chute et que les phosphates se mettent à être redissolus. Sauf, Yoman, si, excuse-moi de te couper la parole, Vas-y. sauf si on injecte du CO2, par exemple, il y a certaines personnes injectent également du CO2 dans les réacteurs à hydroxyde, me semble-t-il. Donc, Hum, s'il y a un problème d'injection de CO2, on peut avoir une chute brutale du pH, peut-être. Alors, ça, je ne connais pas du tout. Moi C'est-à-dire, non plus, je pensais que tu si, connaissais. si quelqu'un injecte du CO2 dans le réacteur à hydroxyde, je ne comprends pas le principe parce que Non. justement, en fait, je pense que c'est faux, Eric, parce que D'accord. la, la raison pour laquelle le réacteur à hydroxyde est fermé, c'est que l'hydroxyde de calcium est en fait un absorbeur de CO2 et dès qu'il est au contact avec le CO2, l'hydroxyde de calcium qui était dissous dans l'eau va se transformer en carbonate de calcium qui est le calcaire. Et le calcaire, le marbre, il n'est pas soluble dans l'eau, il est très peu soluble, ou c'est comme les squelettes D'accord. de coraux, c'est très peu soluble dans l'eau. Et du coup, en fait, ça perd tout son intérêt, c'est-à-dire cet hydroxyde de calcium qui était calcium sous forme ionique et hydroxyde sous forme ionique, donc prêt à être utilisé par les coraux dans le bac, prêt à apporter du calcium et du KH au bac, ça se transforme tout d'un coup en matière inerte, ça Ouais, fait de la tu as raison, tu as raison, tu as précipitation raison. et du coup, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les réacteurs à hydroxyde, ils sont fermés. C'est pour être isolés du CO2 de l'air, parce que si jamais ils étaient en contact avec ce CO2 de l'air, bah, ils précipiteraient et le calcium, il deviendrait du calcaire et il deviendrait inutilisable pour le bac. Et un sac de chaux qui est ouvert, il va être en contact avec le CO2 ambiant. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le sac? Tant que c'est sous forme de poudre, non. En D'accord. fait, pour qu'il y ait ces phénomènes, ces réactions chimiques, il faut qu'il y ait l'eau pour que les éléments soient sous forme ionique. C'est-à-dire l'hydroxyde de calcium, tant qu'il est sous forme de poudre, en fait, il est sous forme de hydroxyde de calcium, c'est-à-dire les ions calcium et les ions hydroxyde, ils sont combinés ensemble et ils sont inertes, ils n'ont pas de milieu propice D'accord. pour s'ioniser, pour se décomposer en ions et pour aller interagir dans des réactions chimiques. Je pose peut-être des questions un peu, je joue un peu le candide et je pose des questions un peu qui me passent par la tête, hein. Excuse-moi Non, non, pas de si les souci. réponses sont évidentes. Là, je vais oublier après. Il y a une question de Guillaume là qui demandait, est-ce que tu as connaissance de la valeur de pH à laquelle il peut y avoir redissolution pour Non, ça, je ne le connais pas, non? mais ça doit pas être difficile à retrouver. À la limite, je regarderai plus tard et je le mettrai dans les commentaires de l'échange. Mais non, je ne connais pas, mais c'est des pH qui doivent être probablement en dessous de 7. Donc, pour un bac marine qui passe en dessous de 7, je pense qu'il y a vraiment un problème par ailleurs. Donc, je pense que le souci que les gens se préoccupent du fait de dire les phosphates peuvent se redissoudre et être relibérés dans le bac, c'est un faux souci. Puis, de toute façon, dans un bac, il faut évacuer les sédiments au fur et à mesure. Donc, de toute façon, ces sédiments, que ce soit les sédiments naturels du bac ou les sédiments formés par la précipitation des phosphates, il faut, moi, de mon point de vue, il faut les évacuer, c'est-à-dire quand on fait des changements d'eau, il faut clocher le sable, il faut aspirer le fond, il ne faut pas laisser des sédiments traîner dans un bac. Le principe d'une décante, c'est d'avoir un endroit où ces sédiments vont décanter et qui fait que c'est facile à ramasser parce que le fond de la décante est libre et qu'on peut aspirer facilement ces sédiments. Donc, ça fait partie, je dirais, de l'hygiène du bac. D'accord. Alors, pour l'instant, j'ai vanté que des bénéfices. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'un bac qui n'a pas de problème de pH et qui a une méthode de complémentation
qui fonctionne n'a pas forcément besoin de recourir à de l'hydroxyde de calcium comme méthode de complémentation. Ce n'est pas obligatoire parce que c'est une méthode, après je vais vous expliquer, qui a ses limitations et ses complications. Et il faut le maîtriser. Par contre, c'est une méthode qui a, la plus haute efficacité pour chaque degré KH consommé par le bac. C'est celui qui a le plus d'effet sur la montée de pH. Donc, si quelqu'un a des problèmes de pH et qu'il a déjà essayé les autres méthodes de complémentation et que ça n'a pas suffi pour résoudre son problème de pH, c'est une méthode qui a à considérer. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'en suis arrivé à utiliser de l'hydroxyde pour la première fois. Tu étais aussi parce que, il me semble, parce que tu étais assez gourmand en poisson. Oui, oui. En fait, quand on a un problème de pH, quelque part, il y a une source à ces problèmes. Il faut les chercher si on peut, il faut les éliminer. Par exemple, ça peut être une pièce qui est mal aérée. Moi, mon cas, c'était le fait que j'avais des très gros poissons par rapport à mon bac. À l'époque, je n'avais pas pensé à prendre un écumeur plus puissant pour essayer de contourner ça. Du coup, j'avais recours à du biopellet à l'ajout d'une source de carbone pour retirer ces nitrates qui étaient en excès dans mon bac. Et salut Michael. Et en fait, cet ajout de source de carbone, il faut être conscient que ça fait développer des bactéries dans le bac, c'est-à-dire le source de carbone qu'on rajoute, c'est de l'énergie qu'on amène aux bactéries pour qu'ils se développent et que justement en se développant, qu'ils absorbent les nitrates et les phosphates qu'il y a dans le bac. Du coup, en fait, ces bactéries, en se développant, c'est des êtres vivants, ils vont respirer, ils vont produire du CO2. Et c'est ça qui fait que quand on a un ajout de source de carbone, comme par exemple du NE3PO4X ou du biopellet ou du sucre ou du VSV ou n'importe quelle autre méthode d'ajout de source de carbone, on a tendance à acidifier l'eau du bac et à avoir des problèmes de pH. Et quand j'en ai parlé à Bachir, d'ailleurs, je pense que c'était une des fois où Bachir, c'est Eric qui me l'a présenté. Quand j'en ai parlé à Bachir, c'est Bachir qui m'avait parlé de cette méthode. Il avait dit, regarde, renseigne-toi, c'est ça, à mon avis, ta solution. Je me rappelle, il avait un réacteur à hydroxyde, je ne sais pas, d'1,50 m de haut peut-être. Hein. Oui, et à l'époque, moi, j'utilisais la méthode Behling classique. Je ne connaissais pas le Behling basse carbonate. Donc, je ne peux pas dire, je n'avais pas essayé pour voir si le Behling basse carbonate suffisait ou pas. Mais en tout cas, sur les conseils de Bachir, je me suis renseigné. J'ai mis en place un réacteur à hydroxyde, mais un réacteur à hydroxyde utilisé à la méthode Letcho ou la méthode Régis-Doutre. Ça veut dire quoi? Alors, pour l'instant, j'ai parlé que des avantages. L'hydroxyde, l'hydroxyde de calcium est une poudre qui est très peu soluble dans l'eau. C'est-à-dire, on est très, très limité dans sa dissolution dans l'eau. En gros, si je veux vous donner un petit peu des chiffres, chaque litre d'eau saturée en hydroxyde de calcium, il va apporter maximum 1 gramme de calcium. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un bac qui a une évaporation donnée, par exemple, un bac qui évapore qui évapore 6 litres par jour, ce qui est le cas de mon bac de 800 litres, ça veut dire qu'en amenant 6 litres d'eau de chaud, donc la partie transparente d'hydroxyde de calcium dissous dans l'eau saturée en hydroxyde de calcium, je ne peux pas amener plus de 6 grammes de calcium au bac. Pour certains bacs, ça va suffire. Ça dépend de la consommation du bac. Pour d'autres, ça ne va pas suffire. Et c'est ça qui fait que, en fait, l'hydroxyde de calcium utilisé avec la méthode en utilisant l'eau de chaud, en fait, ça suffit pour un bac qui n'est pas très peuplé en coraux. Ça ne va pas suffire pour un bac qui est fortement planté en coraux. Donc, du coup, c'est là où rentre en jeu la méthode Letcho. Letcho, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va aller prendre la partie blanchâtre qu'il y a dans le réacteur à hydroxyde
Au passage, je réponds, j'ai vu Algrand qui avait posé la question en disant tous les combien tu nettoies ton réacteur à hydroxyde. Pour être franc, je ne le nettoie même pas une fois par an. Quand je vois qu'il n'y a plus assez d'hydroxyde dedans, je l'ouvre, j'en rajoute. Et quand il y a un problème quelconque ou quand j'ai vraiment le temps de le démonter, de le vider, je le nettoie. Et effectivement, au fond, j'ai une espèce de boue qui s'est accumulée. Il y a un truc un peu marron ou noir qui s'est accumulé en bas. Mais comme c'est du sable relativement lourd qui s'est accumulé en bas, en fait, je ne m'en préoccupe pas. Honnêtement, je ne le nettoie même pas une fois par an et quand je le nettoie, en général, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que, par exemple, je dois changer le rotor de la pompe de brassage du réacteur à hydroxyde. Donc, je reviens sur l'explication. Je disais, en fait, l'eau de chaud ne peut pas amener tout le besoin en calcium et KH d'un bac qui est fortement peuplé en coraux durs. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise la partie lait chaud, la partie blanchâtre. Cette partie blanchâtre, c'est quoi? C'est de l'hydroxyde de calcium qui n'a pas pu se dissoudre dans l'eau, qui est en suspension dans de l'hydroxyde de calcium dissous. Ça veut dire que c'est de l'eau de chaud, mais qui en plus contient en suspension de l'hydroxyde de C'est-à-dire que c'est complètement calcium. saturé, quoi. C'est plus que saturé dans le sens où c'est de l'hydroxyde de calcium qui n'est même pas encore dissous. Parce que l'eau de chaud est déjà saturée et qui ne peut pas se dissoudre plus que ça. Donc, la poudre, elle est juste en suspension dedans. D'accord. Donc, en mettant du lait de chaud, cette fois-ci, on n'est plus limité par la solubilité. Par contre, il faut être conscient qu'on est en train de mettre dans le bac de la poudre d'hydroxyde de calcium pas dissous. Donc, c'est pour ça que c'est important. Excusez-moi, c'est le chien. Il n'aime pas l'hydroxyde de calcium. Donc, en fait, on est en train de mettre de la poudre d'hydroxyde de calcium dans le bac. Et du coup, pour cette raison-là, on est obligé de le verser à un endroit bien turbulent du bac. Parce que, évidemment, à cet endroit-là, cette poudre d'hydroxyde de calcium, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de se dissoudre. Il va se dissoudre dans l'eau du bac, qui cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau salée. Et il va faire monter le pH du bac localement énormément et qui va faire qu'il y a un phénomène de précipitation, c'est-à-dire il y a du calcaire qui va se former rapidement dans le bac et ça va devenir du calcaire à cet endroit-là. Là, Au mieux, tu viens de dire c'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau salée. Faut que je comprenne bien l'histoire. bah, j'étais en Dans le train, réacteur à hydroxyde, c'est de l'eau douce? c'est de l'eau douce dans le réacteur à hydroxyde, mais je parlais du moment où c'est eau douce Oui, j'ai avec compris, mais si je te demandais avec la du précision. suspension d'hydroxyde, il va arriver au contact de l'eau de mer qui est dans la décante, tout est en train de verser ce produit. D'accord, mais dans le réacteur, Donc, c'est de l'eau douce. Donc. dans le réacteur, si on ne met pas de l'eau douce, ça va précipiter dans le réacteur et ça ne D'accord. va pas marcher. Non, mais je Donc, précise les choses. donc effectivement, l'eau qu'on prend pour mettre dans le réacteur, c'est de l'eau douce qu'on prend dans la réserve d'osmosée. On va amener du lait de chaud, donc de l'eau de chaud plus du suspension d'hydroxyde de calcium. C'est pour ça que c'est important d'abord, de le verser tout doucement. C'est pour ça qu'en général, on ne va pas utiliser une pompe d'osmolation style les pompes Thunes ou autres, mais on va utiliser une pompe doseuse et si possible avec une vitesse lente. Mais en plus, ce produit qui contient de l'hydroxyde en suspension, on va le verser à un endroit turbulent du bac. Si vous regardez la page où il y a les explications de Régis Doutre, il propose d'avoir une chambre de mélange qui est un endroit, un espèce de cylindre dans lequel il met une pompe et qui génère de la turbulence pour que justement cet hydroxyde soit le plus rapidement possible cet hydroxyde non dissous soit le plus rapidement possible dissous et dispersé. Donc, c'est important de le faire avec la bonne méthode, c'est-à-dire de verser des toutes petites quantités, de verser tout doucement et de le verser à un endroit qui est bien turbulent. Le verser en entrée d'écumeur, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je pense que non, parce qu'il faut être conscient que ce qu'on est en train de verser est très, très riche en calcium et KH et à un pH élevé. Et le meilleur endroit pour aller précipiter, c'est les endroits chauds du bac.
Et le rotor des pompes, c'est un très, très bon endroit pour aller gripper la pompe et D'accord. bloquer et précipiter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma décante, j'ai une chicane qui sert à casser un petit peu le courant de la descente d'eau, comme toutes les décantes classiques. Je le verse juste sur la tranche de la chicane, ce qui fait que c'est un endroit où l'eau est encore assez turbulente et c'est un endroit qui est relativement loin des aspirations des pompes, que ce soit la pompe de remontée, que ce soit la pompe d'écumeur. Et voilà. Donc, globalement, c'est une méthode de complémentation qui va amener du KH et du calcium dans les mêmes proportions, c'est-à-dire exactement dans les proportions que les coraux ont besoin. Par contre, il va amener que ça. Ce n'est pas comme le réacteur à calcaire qui va dissoudre des squelettes de coraux, qui va amener des oligos, etc. Donc, c'est une méthode, surtout pour un bac qui pousse beaucoup, c'est une méthode qui exige qu'à côté de ça, on complémente en oligoéléments aussi. C'est-à-dire qu'on fasse, par exemple, des tests ICP. Moi, c'est ce que je fais tous les 6 mois, qu'on fasse un test ICP et qu'on ajuste les doses d'oligoéléments qu'on est en train de rajouter au bac, parce qu'avec cette méthode de complémentation, contrairement à tous les autres, on est en train de rajouter que du calcium et que du KH et rien d'autre. C'est un peu, moi, ça me rappelle aussi les réacteurs à calcium type Dastaco ou qui tournent avec des substrats qui ne rajoutent que du calcium et du KH. Alors, C'est un peu le même problème, hein. effectivement, si dans ton rack, tu mets un substrat qui est que du calcaire et qui n'est pas du squelette de corail, qui n'est pas que du calcaire, Voilà. un squelette de corail va contenir du strontium, il va contenir du magnésium, il va contenir des oligoéléments, il va contenir beaucoup de choses. Alors que du carbonate de calcium, c'est-à-dire vraiment du granulat de calcaire, ne va contenir que du calcaire, donc à nouveau que du calcium et du KH aussi. Le réacteur à hydroxyde peut arriver en complément d'un rack. Le réacteur à hydroxyde, il peut arriver en complément de n'importe quelle autre méthode de D'accord, on est complémentation. d'accord. C'était une Sur mes, question là. sur mes différents bacs, je fais des combinaisons différentes. J'ai un bac de 3000 litres qui tourne que avec du lait chaud et je peux vous dire qu'il est bien rempli en coraux. Et donc, en fait, il n'y a pas de limite de volume de bac pour consommer cette méthode. Par contre, effectivement, on va mettre des grosses quantités d'hydroxyde parce que le réacteur à hydroxyde, il va distribuer souvent pour subvenir aux besoins des coraux, pour remplacer tout ce que les coraux ont enlevé dans l'eau. Et du coup, par exemple, sur mon bac de 800 litres, à l'époque où je tournais que avec un réacteur à hydroxyde, pour info, c'est un bac qui consomme 3 degrés KH par litre par jour. Et donc, en fait, ce bac avait besoin qu'une fois tous les une semaine ou 10 jours, je remette à peu près 300 ou 400 grammes d'hydroxyde dans le réacteur à hydroxyde. Donc, c'est pour vous dire, c'est des grosses quantités qui sont consommées. Après, il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence. L'hydroxyde de calcium dissous dans l'eau, ça représente un pH de 12,4. Ça veut dire qu'il va cramer tous les coraux si jamais on fait monter le pH du bac comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser cet hydroxyde de calcium d'abord en versant en petites quantités et surtout en le surveillant avec une sonde de pH, voire pour une sécurité, pour que si jamais la sonde de pH déconne, 2 sondes de pH. Et ce n'est pas de la théorie, ça m'est arrivé, c'est-à-dire au début, quand je l'utilisais, je le distribuais en mettant une consigne de pH et en donnant une consigne qui était, par exemple, je voulais que mon bac ait un pH de 8,4 la journée et 8,1 le soir. Donc, en mettant une consigne comme ça, à un moment donné, j'ai eu une saleté qui s'est collée sur la sonde de pH. Et donc, l'hydroxyde était commandé par une sonde de pH qui ne voyait pas correctement le pH du bac. J'ai fait monter le pH du bac à 9, 9,5. Je m'en suis rendu compte parce que l'eau du bac était devenue trouble. J'ai réussi à le stopper à temps, je n'ai pas eu de perte. Mais en tout cas, c'est une méthode qui nécessite
d'être manié avec Donc, délicatesse. C'est pour donc là, je vais réexpliquer un petit peu. C'est-à-dire que la sonde pH, tu lui donnes une consigne. Si le pH est plus haut que la valeur que tu as donnée, ça coupe la pompe péristaltique, Alors, c'est ça? moi, je l'utilise avec mon Profilux. Ouais. Et sur le Profilux, j'ai mis 2 sondes de pH, une qui est dans la décante, pas loin de l'endroit où le produit est versé, et pour lequel je donne la consigne de pH que je veux. Et je vais vous expliquer, ce n'est pas tout à fait la consigne que je veux, mais je vous l'expliquerai après. Et par ailleurs, j'ai une autre sonde de pH qui est dans la surverse, comme ça, il surveille le pH qui est dans le bac. Et celui qui est dans la surverse, elle me sert de sécurité. C'est-à-dire, je vais lui donner une consigne qui est relativement haute. Je vais lui dire, je ne veux pas que le pH dépasse 8,6. Mais c'est juste une sécurité. C'est-à-dire, elle est là pour que si l'autre sonde ne s'arrête pas à temps, celui-là va arrêter la distribution. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je te disais. Donc, ça coupe Oui, la pompe, hein. voilà. D'accord. Et l'autre sonde de pH, je lui ai dit que je veux que la pompe, c'est une pompe de Zeus qui est conditionnée par cette sonde de pH. Je veux qu'il essaye d'obtenir un pH de, je ne sais pas, par exemple 8,4 ou 8,45 de jour et moins 0,3 la nuit. Et cette sonde de pH, elle est placée pas loin de là où je verse pour qu'il réagisse vite et qu'il voit rapidement le pH monter localement. Et en plus, sur le Profilux, on a la possibilité de dire, je veux que cette sonde de pH, elle fonctionne en mode pulse-pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va distribuer pendant 3 secondes et puis après, elle va attendre pendant 30 secondes pour laisser un petit peu cet hydroxyde se disperser, montrer son effet. Et ensuite, si la sonde, elle dit toujours que le pH est en dessous de la consigne, redistribuer. Voilà. Ouais, donc là, c'est un raisonnement un peu différent, cette histoire. En fait, le réacteur à hydroxyde, le paramètre qu'on va modifier, c'est le pH. C'est le Mais pH. ouais, mais par contre, il y a une question que je me pose. Quid de la consommation de calcium et de KH? Donc, si ça ne Alors, compense pas, très bonne question, Eric, parce que c'est pour ça que je disais justement, on ne fait pas ce qu'on veut avec le pH. En fait, on va mettre la consigne de pH qui va faire qu'on va distribuer suffisamment d'hydroxyde pour répondre aux besoins du bac en calcium et KH. Donc, d'accord. si tu mets une consigne trop haute, tu vas avoir le KH du bac qui va monter, et tu vas finir par précipiter parce que tu vas avoir trop de calcium et de KH dans le bac. Donc, en fait, il faut mettre la consigne de pH qui va bien pour avoir le bon équilibre de KH et de calcium dans le bac, le bon niveau de calcium et de KH dans le bac. Et en plus, comme c'est une méthode qui va plutôt favoriser un pH haut, c'est une méthode où moi, personnellement, je conseille de viser un calcium et un KH relativement bas. C'est-à-dire, moi, dans mon bac, je vise un KH qui est entre 6,5 et 7 et je vise un calcium qui, je n'ai pas envie qu'il dépasse 420. Je précise que je tourne à une salinité de 35 grammes par litre. Et Mais c'est compliqué, cette histoire, parce que plus le bac est peuplé en coraux, plus il y a de la photosynthèse, plus le pH va monter naturellement. alors, c'est Donc, pour, c'est pour ça que je dis c'est une méthode. Un bac qui n'a pas de problème de pH, je ne vous conseille pas d'utiliser cette méthode voilà, parce que vous d'accord. allez avoir des problèmes de pH dans l'autre sens. Vous allez avoir tendance à avoir des pH trop hautes et pas réussir à distribuer la quantité de calcium Voilà, et de KH qui voilà. va bien dans le bac. Par contre, un bac qui a des problèmes de pH et qui n'a… Moi, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est j'aime pas le rack parce que je trouve que c'est idiot d'avoir une méthode qui amène du CO2 au bac. Maintenant, si vous arrivez à tourner avec un rack et que vous n'avez pas de problème de pH, surtout ne changez rien parce que c'est une méthode qui demande le moins d'intervention, le moins d'entretien et qui est le plus pratique à être utilisé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance ou je n'ai pas eu la sagesse d'avoir suffisamment peu de poissons ou suffisamment un écumeur puissant pour ne pas avoir de problème de pH.
Donc, j'ai été obligé d'aller chercher des méthodes qui compensent l'effet sur le pH. D'accord. Et j'ai échangé, j'ai vu que Yannick était connecté. J'ai échangé, par exemple, à un moment donné avec Yannick, qui a un bac qui consomme énormément. Lui, il utilisait du Skim Breeze pour remonter le pH du bac. Je lui ai conseillé d'utiliser le Behling base carbonate et il s'avère qu'avec la consommation qu'il avait, lui, le Behling base carbonate lui a suffi largement pour compenser le problème de pH qu'il avait, à un point où peu de temps après, il a été obligé d'arrêter le Skim Breeze parce qu'il avait des problèmes de pH dans l'autre sens. Donc déjà, rien qu'avec le Behling base carbonate, qui est beaucoup plus simple à maîtriser, à utiliser que la méthode Letcho, on peut très bien réussir à maîtriser et avoir des bonnes conditions dans le bac. Donc, si c'est le cas, n'allez pas chercher des emmerdes à utiliser une méthode comme le Letcho qui nécessite effectivement une meilleure maîtrise, mais qui traite des cas de bac qu'on n'aurait pas pu traiter autrement. Voilà. Donc, on réserve au bac avec un pH problématique. Donc, Voilà. moi, encore une fois, je vous conseille de commencer graduellement, c'est-à-dire, si vous tournez en rack, tant mieux, continuez à tourner en rack et si vous n'avez pas de problème, ne changez rien. Si le rack vous pose des soucis de pH, commencez par essayer le Behling. Le Behling le plus neutre en pH, c'est le Behling classique. Il est vraiment neutre. En bilan carbone, il est zéro. Il n'apporte pas de CO2, mais il n'en enlève pas non plus au bac. Ensuite, le Behling base carbonate, et je dirais, si je dois donner des grades à ces différentes méthodes, je dirais que le Behling base carbonate, il est plus 1 en termes d'influence positive sur le bilan carbone, c'est-à-dire il va retirer un CO2 par KH amené au bac. Et le Behling base carbonate, l'hydroxyde de calcium va emmener 2 CO2, va enlever 2 CO2 au bac par KH consommé. Voilà. Et je vois la question, il dit comment j'obtiens mon lait au moment de distribuer. C'est tout simplement que j'ai un RACH qui est constamment brassé. J'ai pris le RACH, le modèle Bubble Magus KR 150. Il a l'avantage d'avoir une pompe Aquabi avec un rotor qui est pensé exprès pour brasser de l'hydroxyde. Vous concevez bien que d'avoir des granulés de solides non dissous, c'est vachement abrasif pour la pompe. Donc, en fait, j'utilise pour mon réacteur à hydroxyde ce réacteur-là. Et la pompe, au début, j'avais commencé par le mettre sur programmateur pour qu'il brasse de temps en temps. Je me suis rendu compte que le fait d'arrêter le rotor faisait qu'il y avait de la poudre qui se déposait dessus et ça finissait au bout d'un moment par bloquer le rotor. On va retrouver Ouman, j'espère. Ouman est déconnecté, visiblement, donc on va attendre qu'il revienne. S'il revient, parce qu'il avait des problèmes de box internet. De la pompe. Voilà. Parce que Non. Allô? Ouais, est-ce que tu es là, Ouman? Parce que tu as des problèmes de connexion, j'ai l'impression. Tu es immobile. Voilà. T'es revenu? Oui, ça a coupé chez moi. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, il y a une partie qu'on n'a pas entendue parce que tu étais totalement immobile et muet. Oh. Voilà. Alors, je ne sais pas. Tu parlais du rotor. Ah bah, t'es reparti, là. Ça a coupé, mais j'étais en train de... Ça coupe, je ne sais pas quoi faire, en fait, le problème. Là, ça a l'air de plus couper. OK. Bon, on va croiser les doigts et continuer. Ouais. Donc, mon réacteur à hydroxyde, il est brassé en permanence parce que j'ai un système de pompe qui est pensé pour l'hydroxyde
et le lait de chaud qui fait que le rotor il résiste dans le temps à brasser de l'hydroxyde en permanence. Voilà. D'accord. Oui, Yannick, il confirme mon histoire de pH et Bah, ce qui s'est encore, passé s'il pour n'avait son pas bac. confirmé, j'enlevais son titre d'expert du groupe, de toute façon. Donc, Non, 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 mais j'aurais pu aussi inventer l'histoire, mais ouais. c'est comme ça que ça s'est passé. Attends, tiens, Euh, Oman, maintenant que tu parles des trucs, attends, je vais te poser une des questions de Yann Le Tréchet, là. oui, Parce que je sais que tu utilises, toi, l'hydroxyde de Leroy Merlin, hein, le Axon, là, ou Axone, ou je sais pas quoi, là. oui, le D'ailleurs, lait, j'ai un la sac, fleur de chaux, ouais, Axton. j'ai acheté un sac juste avant d'arrêter mon bac, tu vois, c'était dire mon indécision. Alors, quel risque à utiliser la fleur de chaux de chez Leroy Merlin plutôt qu'une de qualité dite de labo, comme les produits Tridacna, par exemple? Bah, le risque, c'est qu'en fait, cet hydroxyde de calcium, personne ne garantit qu'il ne va pas y avoir autre chose dedans. Moi, pourquoi je me suis mis à utiliser ça, c'est juste que Bachir l'utilisait depuis longtemps et puis je le voyais balancer ça par verre. Donc, je me suis dit que si à la longue ça devait poser problème, il l'aurait vu. Et personnellement, ça doit faire 7 ou 8 ans que je l'utilise et que je n'ai pas eu de problème. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je peux garantir quoi que ce Ouais, soit ouais, ouais. parce qu'il n'y a personne sur la chaîne de production de cet hydroxyde de calcium qui va aller tester, vérifier qu'il n'y a pas de métaux lourds, qu'il n'y a pas de cuivre, qu'il n'y a pas autre chose. Mais je suppose que dans le processus de fabrication de cet hydroxyde de calcium, il n'y a pas de raison d'avoir ces éléments-là dedans, sinon on serait tombé dessus jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si c'est un bon raisonnement. Bah, de Et toute façon, tes tests ICP ne disent rien de spécial, donc. ouais, moi, je dis juste que j'utilise moins et même sans utiliser de l'hydroxyde de calcium comme ça, c'est-à-dire vous pouvez acheter de l'hydroxyde de calcium plus sérieusement en l'achetant avec des garanties comme quoi c'est adapté pour cet usage-là. Cette méthode, c'est-à-dire la méthode lait de chaud, reste la méthode de complémentation la moins chère en termes d'entretien. Ce n'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est euh, comment il s'appelle Randy Farlow. Ouais, ouais. C'est Ouais, Romain Poulnard me tanne à chaque fois pour que j'essaie d'avoir Andy Holmes Farlow en ouais. Amérique. En fait, lui, il C'est avait le. fait le calcul, il avait comparé les différentes méthodes, il avait fait le calcul de coût et il avait conclu que la méthode Letcho était la méthode qui revenait le moins cher. Donc, sans aller à recourir à du fleur de chaux acheté chez Leroy Merlin, ça reste quand même la méthode la moins chère. Donc, vous n'êtes pas obligé de me suivre dans cet usage-là qui est peut-être un petit peu inconscient, mais qui fait qu'avec le temps, je me suis dit que s'il devait y avoir un problème, ça me serait déjà arrivé ou ça serait déjà arrivé à Bachir. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'était super intéressant cet article de Randy Farlow. Je suis désolé si je massacre son nom, mais j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur parce qu'il est très, très fort en chimie appliquée au récifal. Et c'est en lisant ces articles que j'avais découvert le baling base carbonate. Et c'est en lisant ces articles qu'après, j'avais découvert qu'on pouvait aller un cran plus loin dans le baling en utilisant de l'hydroxyde de sodium à la place du carbonate de sodium. Je ne vous le conseille pas parce que l'hydroxyde de sodium, c'est ce qui sert à déboucher les tuyauteries. Donc, c'est de la soude caustique, c'est un produit Non, qui est très dangereux. on dit pas que tu mets du desktop en Belling. Hein? Ben, c'est ce que je fais en ce moment, mais j'avoue que rien que pour le préparer, c'est toute une complication. Il a fallu que je change mes bidons. Au lieu d'avoir des bidons en plastique, je mette des bidons en verre pour que l'hydroxyde de sodium n'arrive pas à le sécher, à le casser. Donc, je ne vous le conseille pas, mais sachez que dans les méthodes Baling, il y en a un qui est encore après le carbonate de calcium, le carbonate de sodium, donc après le Baling base carbonate, qui est le Baling base hydroxyde de sodium.
mais qui est très difficile et très dangereux à manipuler. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus que l'autre? Bah, cette méthode-là a le même effet que l'hydroxyde de calcium sur le pH du bac. D'accord. Voilà. Donc, à choisir, tant qu'à choisir entre les deux, je vous conseille d'utiliser plutôt l'hydroxyde de calcium qui est moins dangereux à manipuler que l'hydroxyde de sodium qui est la soude caustique qui est très dangereux à manipuler. Voilà. Donc, en fait, regardez par rapport à vos problèmes de pH. D'abord, si vous pouvez les régler en réglant la source, faites-le. Si après, vous êtes conscient d'où ça vient et vous n'avez pas d'autre choix, essayez de jouer sur la méthode de complémentation pour monter un petit peu en pH et compenser cet effet-là. Ouais, et Ouman, je continue, Oui. ça fait quelques questions. Quels sont les pièges à éviter avec la méthode RHRD pour le matériel, la mise en œuvre, pour la maintenance? Est-ce que tu as des pièges En fait, les pièges, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas aller viser des taux de calcium et de KH élevés. Il faut rester raisonnable parce que déjà, la méthode elle-même, par le fait qu'elle booste le pH vers le haut, favorise beaucoup la pousse des coraux. Donc, on n'a pas besoin d'aller viser des taux de calcium et de KH élevés pour qu'elle pousse. Là, franchement, dans le bac qui est derrière moi, elle pousse tellement je ne sais pas si vous connaissez votre consommation de KH, comparez-le, 3 degrés KH, franchement, c'est un taux de consommation très élevé et j'obtiens ce taux-là en ayant un degré KH dans le bac qui est entre 6,5 et 7. Donc, le premier piège à éviter, c'est ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut le faire dans des bonnes conditions et pour les bonnes raisons, c'est-à-dire il ne faut pas le Aïe. faire parce que vous n'en sortez pas autrement à faire monter le pH du bac. Et ensuite, il faut le faire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire il faut vraiment le sécuriser en utilisant une double condition de pH pour qu'une sonde de pH ne puisse pas vous foutre en l'air le bac et que ça soit sécurisé par un doublement de sonde de pH. D'accord. Étant donné qu'avec cette méthode, il est nécessaire d'avoir un taux de CO2 dans l'eau du bac insuffisant pour dissoudre le lait de chaud injecté, est-il recommandé et ou compatible d'avoir refuge à algues parallèlement à ça, parce que les algues vont pomper le CO2 du bac, hein, Alors, et modification de la prise d'air de l'écumeur, skin brise, etc., etc. Ça t'en a parlé un petit peu déjà. en fait, si vous arrivez à régler vos problèmes de pH en installant un refuge à algues, vous n'avez pas besoin d'aller utiliser du lait de chaud. Si vous utilisez le lait de chaud, c'est que vous avez encore des problèmes de pH. Et si vous avez un problème de pH, ça veut dire que vous avez un excès de CO2 dans le bac. Donc, Oui. quelque part, utilisez la quantité d'hydroxyde qu'il faut pour retirer ce CO2 en excès dans le bac. Et c'est pour ça que je disais, ce n'est pas une mauvaise idée de mixer les méthodes. D'une part, parce que ça fait une sécurité dans le sens où s'il y a un des deux systèmes qui, pour une raison ou une autre, est en panne et qu'on est à distance, on peut agir sur l'autre en augmentant les doses ou les consignes pour que le bac ne descende pas en cache énormément. Donc, quelque part, utilisez la quantité d'hydroxyde qui va bien pour résoudre votre problème de pH. Et au-delà, vous avez le droit d'utiliser d'autres méthodes de complémentation, que ce soit le RAC, que ce soit le baling classique ou le baling basse carbonate, pour amener le reste de ce que le bac a besoin. Ok. L'hystérésis idéale pour le truc, c'est lui, il me demande 0,1, ça te va comme valeur? Entre jour et nuit ou parce que Je sais pas ce qu'il veut dire par là. en fait, hystérésis, ça veut dire c'est le delta de réaction. C'est le delta entre la mesure et la réalité, non? Enfin, c'est ce qu'on Non, admet. c'est en fait l'hystérésis. Par exemple, quand je vais donner une hystérésis de 0,1 et que j'ai donné une consigne de 8,4, tant que le pH n'est pas en dessous de 8,3, il ne va Voilà. pas se mettre à distribuer de l'hydroxyde. Ok, voilà. Cet hystérésis-là, je vous conseille de le mettre le plus faible possible. Pour mon Profilux, le plus faible, c'est 0,05, donc c'est ce que j'ai mis. Maintenant, si par hystérésis, vous entendez la différence de pH entre jour et nuit, C'est la 0,3.
la différence de pH entre jour et nuit le plus naturel, c'est 0,3. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis chaque fois que j'ai utilisé une consigne de pH, j'ai mis moins 0,2 ou moins 0,3 pour la nuit. Pourquoi des fois j'ai mis moins 0,2? C'est les fois où, en fait, plutôt que de monter énormément en consigne de pH, des fois j'ai préféré ne pas laisser descendre le pH trop bas la nuit. Ça veut dire distribuer plus d'hydroxyde pendant la nuit. Et plutôt que de, ça veut dire à un moment donné, supposer que j'ai mis une consigne à 8,45 et j'ai mis moins 0,3 pour la nuit. Donc, ça veut dire que le pH, il va varier entre 8,15 et 8,45. Supposez que même en ayant mis cette consigne-là, le KH du bac descend. Je n'arrive pas à subvenir aux besoins du bac. Ben, j'ai deux choix. Soit j'augmente encore la consigne de pH, au lieu de 8,45, je mets 8,50, ce qui me paraît abusé pour un bac, mais ça peut fonctionner, mais j'aime pas aller sur des pH aussi non naturels. Du coup, plutôt que de mettre une consigne de 8,50, en général, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le delta jour-nuit, c'est-à-dire j'ai dit de jour, je veux 8,45, mais de nuit, j'ai monté un petit peu, au lieu de 8,15, j'ai dit je vais me contenter d'un 8,20. Comme ça, pour maintenir ce 8,20 au lieu de 8,15, il doit distribuer plus d'hydroxyde et ce plus d'hydroxyde peut suffire pour combler le manque de calcium et KH que je n'arrivais pas à répondre. D'accord. Mais l'idéal, c'est que si ça vous arrive, ce genre de situation, au lieu de jouer encore plus sur l'hydroxyde, finalement, vous avez réussi à obtenir des bons pH. Donc, au lieu de mettre encore plus d'hydroxyde et aller dans des pH qui vont précipiter qui vont avoir énormément de risques de précipitation, essayez de rester entre 8,10 et 8,40, c'est impeccable. Et si avec ces consignes-là, ça ne suffit pas, bah, mettez une autre méthode de complémentation à côté, comme par exemple le Behling. Le Behling classique de préférence, parce que si on met le Behling base carbonate, ça va agir sur le pH et ça va se mélanger à l'effet de pH excessif qu'on avait déjà. Donc, plutôt le Behling classique ou alors le RAC dans ce cas-là. Enfin, si vous avez des problèmes de pH, déjà avant de vous précipiter sur l'hydroxyde, vérifiez vos éclairages, vérifiez votre brassage, vérifiez. Mettez Il y a un beaucoup, refuge à algues, il y a mettez un beaucoup de choses. écumeur qui est sizé correctement pour le Ouais. nombre de poissons que Et, vous avez. et surtout, regardez l'entretien qu'on avait fait avec Ouman l'année dernière sur le pH, Oui. où vous saurez tout sur le pH. En Ouman, fait, ouais, souvent, quand on a des problèmes de pH et que ça vient, entre guillemets, du fait qu'on a trop de poissons, c'est par rapport à ce que l'écumeur arrive à évacuer. Donc, si l'écumeur que vous avez ne suffit pas, n'hésitez pas à prendre un écumeur plus puissant. L'écumeur calculé par rapport à un volume de bac, de mon point de vue, ça veut rien dire. Parce qu'on peut avoir un bac de 10 000 litres qui a 4 poissons et on peut avoir un bac de 1000 litres qui a 10 fois trop de poissons par rapport à ce que le bac de 1000 litres devrait avoir. Donc, sizez votre écumeur par rapport aux quantités de poissons que vous mettez et pas par rapport au volume du bac. Une fois que l'écumeur est correctement sizé, c'est possible que vous n'ayez pas besoin de recourir à ces méthodes-là. Je vois comme question pour moi, c'est quoi un pH bas? Ben, un pH bas, c'est un pH qui descend en dessous de 8 la nuit et qui arrive difficilement à dépasser 8 la journée. un Donc, KH de 12, c'est super dangereux. un KH de 12, ben, je dirais un KH de... Je sais pas dire parce que, en fait, on ne peut pas parler du KH tout seul. Le KH, il est lié à plein de choses. Ce que Ouais. je sais, c'est que quand on a un pH qui est correct dans le bac, un KH de 12 me paraît excessif, oui. C'est pas une bonne idée pour moi. Maintenant, dans certains bacs qui sont trop chargés en nitrate, une façon d'aider les coraux qui sont en train de souffrir de ces nitrates ou phosphates élevés, c'est de les aider en mettant un KH élevé parce que comme ça, ils arrivent plus facilement à construire leur squelette. Donc, je sais que Retsi, dans certains cas, il conseille des KH de 12. Donc, je ne vais pas aller dire que ce n'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, comme
la première priorité que j'ai donnée, c'était de régler le pH du bac. Avoir un pH correct, c'est-à-dire un pH qui varie entre 8,1 et 8,4. Une fois que j'ai obtenu ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher un KH de 12. Je vais même dire l'inverse. C'est une connerie d'aller avec un pH de bac élevé, mettre un KH et un calcium élevé parce que ces trois éléments, ils ne peuvent pas rester élevés en même temps. C'est quand on a un KH, calcium et pH élevé qu'on a de la précipitation dans le bac. De la précipitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de former des squelettes de corail, le KH et le calcium qui étaient dissous dans l'eau, ils se combinent ensemble, ils forment du carbonate de calcium et ça fait comme s'il neigeait dans le bac. On se retrouve avec du carbonate de calcium qui est inutile pour tout le monde, précipité au fond du bac. Oui, et Donc, le KH de 12, pour moi, en plus, c'est dangereux si vous avez un taux de nutriments très bas. oui, ça m'amène dans plein d'autres choses où je ne suis pas forcément très Ouais. compétent, mais effectivement, à travers mes lectures, j'avais cru comprendre que quand on a des coraux qui sont pas assez qui sont dans un milieu pauvre, ça veut dire un taux de nitrate qui est en dessous de 5. En fait, sur un bac comme ça, si on met un KH élevé, c'est comme si on poussait ces coraux à pousser vite. Des coraux qui poussent vite, mais qui ne sont pas assez de nitrate pour leurs zoozanthelles, donc qui n'ont pas assez de crème solaire pour ne pas cramer, ça finit par faire des coraux qui crament à la lumière parce qu'ils ont poussé trop vite et parce qu'ils n'avaient pas assez de nitrate pour développer des algues, pour se faire de la crème solaire, pour se protéger. Disons que c'est le tissu avec des nutriments très faibles. Le squelette va pousser effectivement et un KH élevé, mais le tissu va pas suivre. Va Donc pas être capable de, le tissu va pas suivre, donc à un moment ça va il va, lâcher. Et il va brûler à la donc lumière. regardez pour ça les entretiens avec Alain Torté, Nitrobacter sur le stress Mm. oxydatif, on en parle. Voilà. Exactement. Si Voilà. vous, si Je vous sais avez des pas. questions, allez-y, parce que il se fait tard et je sais qu'Ouman a des occupations plus tard dans la soirée. Il a déjà pris presque 1 heure pour nous parler de l'hydroxyde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attends, je vais voir si j'avais encore une question de Yann là, qui m'a envoyé par mail ces questions. Ah oui, quel risque potentiel? Attends, non, ça on a parlé. Le risque d'injecter totalement le contenu du réacteur suite à un problème de défaillance du système est-il grave ou pas grave? Oui, c'est très grave. Non, Oui. parce que lui, il a lu que c'était pas très grave. Parce que Non. il y Vider aura un donc. réacteur. Moi, tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand je remplis. Après, ça dépend de la quantité d'hydroxyde qu'on a mis Ouais, dans ouais, le ouais. réacteur à Hmm. hydroxyde. Si on a un réacteur à hydroxyde qui n'est pas très rempli, qui n'est pas très chargé en hydroxyde, effectivement, ce n'est pas forcément grave. Par contre, moi, je vous ai expliqué tout à l'heure, pour tenir une semaine, je mettais 300 grammes d'hydroxyde dans le réacteur. Hmm. Effectivement, si ces 300 grammes sont mis dans un bac de 800 litres directement, ce n'est pas la peine, je peux mettre tout à la poubelle et recommencer. Vous avez bien vu l'effet de l'hydroxyde de calcium quand on veut brûler les heptasias. Hmm. Si on met un excès d'hydroxyde dans le bac, on crame le bac. Ok. Donc, Relation entre le réacteur à hydroxyde et l'ajout d'iode, il y en a un? Il y a une relation? je ne sais pas. Moi Je non ne plus. sais pas dire. Je ne sais pas dire. Je sais que Alain Torté, il m'avait expliqué que l'iode, il était transformé notamment par la coralline qu'on a dans le bac d'une forme à l'autre. Donc, ça La coralline transforme les iodides en iode. Ou les ouais, iodates en. Enfin, je sais plus. Oui, je ne enfin bref. connais pas assez bien. Ouais. Là-dessus, je ne connais pas. Je suis Ouais. désolé, je ne vais pas Non, mais non, mais m'aventurer sur faudra que je vais choper Alain pour qu'il nous refasse un ouais. petit truc. 1 litre d'eau de chaud peut précipiter combien de PO4? Je ne sais pas vous dire comme ça par cœur. Ouais, ouais. On peut le calculer parce que la réaction chimique, elle est facile à écrire, mais là, je ne sais pas dire de tête. Facile pour toi, je précise. Je peux chercher le Non, mètre, ça va, ça va. mais
Comme je ne voulais pas être accusé d'avoir besoin d'aspirine pour m'écouter, j'ai évité tout ce On n'a genre pas parlé d'aspirine, on a parlé de Doliprane. de Doliprane. C'est du paracétamol et non pas de l'acide salicylique. Oui. L'ajout en pâte de l'hydroxyde de calcium pour cramer les aptasias peut faire précipiter ce qui vient du réacteur? Non, je pense pas. Non, non, non. De toute façon, les quantités qu'on met sont faibles et sont relativement localisées. Par contre, je précise quelque chose là-dessus. Dans les échanges qu'il y avait eu un petit peu avant sur l'annonce de ce live, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il utilisait de l'hydroxyde en le dissolvant dans l'eau de mer. Ce n'est pas efficace si on le dissout dans l'eau de mer parce qu'encore une fois, l'hydroxyde au contact de l'eau de mer, il va précipiter. Donc, si vous voulez préparer une solution pour cramer les heptasias, c'est de l'eau osmosée qu'il faut utiliser, ce n'est pas de l'eau de mer. Oui. C'est tout. Je Euh, voulais juste préciser ouais. Il y a ça et ça marche très bien. Taille m'a tout à l'heure a dit, est-ce qu'avec l'utilisation de cette méthode, tu as remarqué une eau d'une limpidité absolue? Non, 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 au contraire, c'est une méthode où si on va chercher des pH un peu élevés, il y a un petit peu de précipitation qui se produit de toute façon, qui fait qu'on a plus de sédiments un petit peu en suspension dans le bac. Ouais, j'espère que c'est ça ce qu'il a voulu dire parce qu'il parlait de cristalline. Donc en fait, je me suis demandé s'il parlait d'utiliser de la cristalline dans le réacteur ou si l'eau du bac était très cristalline. Non, si on parle de l'eau du bac, je dis cette méthode justement favorise un petit peu de précipitation. En D'accord. même temps, c'est ça qui fait que les coraux ont plus de facilité à pousser. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'il y a des petits morceaux de précipité en suspension dans le bac qui fait que non, l'eau n'est pas aussi cristalline que si on utilise d'autres méthodes de complémentation. D'accord. Donc la légende qui l'a influencé n'est Pas à pas ma vraie. connaissance. En tout cas, ce n'est pas mon expérience. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Tac, tac, tac. Bonsoir, merci. Ma petite question. Quel type de calcium est absorbé rapidement par les SPS? En fait, je dirais, il n'y a pas plusieurs types de calcium. Le calcium, c'est du ion Ca2+. Toutes les méthodes de complémentation produisent le même ion. Par contre, pour que les coraux arrivent à pousser facilement, une des paramètres très importants, c'est le pH. Donc, en fait, un bac qui a le bon pH, c'est un bac qui est plus propice à la pousse des coraux. Hmm. Il n'y a pas que le pH qui compte. En eau de mer, en fait, c'est une question de maillon faible. C'est-à-dire, si on a n'importe lequel des éléments qui manquent, du strontium, du magnésium. Par exemple, le magnésium, c'est un élément indispensable qui va décourager la précipitation. Donc, pour vous partager une expérience qu'on a eue sur le bac du club, sur le bac du club, on n'a pas mis assez d'oursins, donc on a énormément de corallines qui se sont formées sur les pierres. Cette quantité importante de corallines sur les pierres a fait chuter le taux de magnésium du bac. On est descendu à 1100 et ce taux de magnésium bas a fait que le calcium et le KH y précipitaient constamment. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à maintenir le taux de KH et calcium, malgré que je n'avais pas forcément un pH monstrueux. J'avais beaucoup de précipités de calcaire dans le bac. Et c'est en faisant mes tests, en voyant le taux de magnésium que j'ai compris. Je n'ai pas encore mis en place la solution, mais un de mes collègues du club m'a raconté qu'il avait eu le même problème et en mettant les tritnus, c'est comme ça que ça s'appelle, les oursins qui Ouais. grattent la pierre et qui mangent de la coralline. En mettant ça, il a résolu son problème. Donc, en fait, tout est lié dans un bac. Voilà, Ah, si vous êtes en déficit de calcium, vérifiez le magnésium avant et toujours remonter le ouais, magnésium avant de remonter le calcium. oui. Ça, Et dans un bac, pour que le calcium soit bien absorbé, c'est-à-dire que les coraux poussent, il faut que tous les paramètres soient à l'équilibre ou du moins que les coraux aient pu s'adapter à ces paramètres. Ça, ok. c'est un autre aspect. Les coraux, ils sont très lents à réagir et à s'adapter. Si vous avez un bac qui s'est équilibré, qui s'est habitué à une mauvaise condition, des fois,
corriger la mauvaise condition trop brutalement peut être une mauvaise chose. Donc, jamais de geste brusque en aquariophilie récifale Sauf parce quand vous que videz ces le bac. coraux sont adaptés. Sauf, ouais, sauf quand vous voulez mettre les coraux à la poubelle. Voilà. Une autre question de Yann. Dans la chambre de mélange, l'injection doit bien se faire au goutte à goutte sur 10-15 secondes max. En fait, moi, c'est ce que j'ai mis. Je n'ai pas mis de chambre de mélange, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Je le verse sur le bord d'une chicane, mais j'ai réglé ma pompe pour distribuer pendant 33 secondes et faire une pause de 30 secondes. Comme ça, en fait, mes variations de pH sont moins brutales. Les quantités que je verse, ils ont le temps d'aller se disperser avant de verser les quantités suivantes. Et je répète, l'hydroxyde, il est versé avec une pompe doseuse qui est réglée en vitesse lente. Donc, je vous laisse deviner le goutte à goutte que ça représente pendant 3 secondes. Ça veut dire que probablement sur chaque distribution, je mets moins d'une dizaine de gouttes de lait chaud. Ok. Mais par contre, je lui laisse le temps d'aller se disperser avant de recommencer 30 secondes après, si le pH l'exige encore. Ok. Il était beau mon efflorescent. Là, je suis en train de regarder mon fond d'écran. Je dis, putain, il était beau Ouais. mon efflo. Hein. Bon, écoute, Ouman, je sais que tu as un truc à faire après, donc je vais pas non plus te retenir toute la soirée. Ça fait 1 heure qu'on parle. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. J'espère que les gens sont satisfaits, qu'ils ont eu tous les renseignements. S'ils les ont pas eu, ils les mettent en commentaire de la vidéo qui sera sur le groupe. Hein, je vais la mettre sur YouTube et je mettrai le lien sur le groupe comme d'habitude. Et Ouman se fera un plaisir quand il aura un moment de répondre aux questions Oui, qu'il aurait la avec gentillesse plaisir. de Je vais poser. relire tous les Voilà. commentaires, les questions que je n'ai pas pu répondre, j'y répondrai. Puis si vous avez d'autres questions, si je sais répondre, je vous répondrai avec plaisir. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te remercie d'avoir ouvert la saison 2021-2022. On va essayer de continuer à faire des trucs intéressants. Et puis, ben voilà, quoi. Bonsoir, bonne soirée, amusez-vous bien, bonne rentrée. Et ciao, 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 ciao. Et regardez le truc avec Ouman sur le pH aussi qu'on avait fait sur la chaîne YouTube. Puis je vais faire comme tout le monde. Abonnez-vous, partagez, mettez des petits cœurs, mettez des likes. Allez, on y va. Ciao, Ouman. Merci beaucoup. Merci, ciao. Bisous Ciao. à tout le monde, ciao. Bisous. Ciao, ciao.